bienvenue mesdames et messieurs, mon nom est François Payotte et je vous invite une fois de plus à franchir les limites du connu en compagnie de notre invité, monsieur Normand Pinard. Normand, bonjour. Bonjour. Normand, vous avez certainement pris connaissance, comme moi et comme les téléspectateurs, d'une information qui était publiée dans les journaux, d'un sondage fait aux États-Unis, comme quoi, le résultat, il y avait à peu près 40% d'Américains qui affirmaient avoir eu des contacts avec des esprits. Est-ce que ça veut dire que tous les Américains sont médiums? Ça veut certainement dire que de plus en plus l'être humain s'approche de lui-même et qu'il utilise des formes inconnues, disons, de sa vie quotidienne pour accéder à lui-même. Ça ne vous surprend pas, autrement Non, dit, ce sondage? c'est une manière d'entrer en communication avec nous, mais nous utilisons constamment des formes appartenant à la nature qu'on pouvait appeler autrefois surnaturelles, mais qui, après cette série d'émissions, va peut-être certainement sembler plus naturelles. Parce qu'il n'y a pas dans la nature de choses qui sont surnaturelles. Il y a simplement des choses naturelles, mais que l'on ignore. Des choses que qui nous fait peur aussi un peu en même temps. Parce que lorsqu'on parle toujours d'entité, lorsqu'on parle toujours de télékinésie, qui est cette espèce de faculté de l'homme de faire bouger des objets à distance, nous accédons toujours à un niveau de la nature inhabituel. Et tout ce qui est inhabituel dans l'homme fait peur à l'homme. C'est du paranormal. Ça devient du paranormal, mais malheureusement, le paranormal n'existe pas. Il n'y a que le normal que l'on ignore. Et quand il se manifeste, quand cette nature se manifeste dans l'homme en utilisant différentes formes, évidemment, ça paraît toujours pour une personne très rationnelle comme étant une expérience soit agréable ou très souvent désagréable. Plutôt souvent désagréable, parce que si j'en juge d'après aussi les films que nous voyons aux États-Unis, je pense à Poltergeist, je pense à The Exorcist, nous avons toujours vu tout ce qui est paranormal comme étant quelque chose d'horrible. Malfaisant. De malfaisant. Et ça vient de la mémoire de l'homme, à chaque fois qu'il avait à rencontrer des bêtes horribles qui allaient le manger, etc. Alors c'est resté dans la mémoire de l'homme depuis tous les temps que tout ce qui était inconnu était danger. Et très bien que les gens aujourd'hui ont reçu cette éducation de faire attention avant de traverser la rue, de faire attention avant de parler. C'est pas mon cas, moi ça sort automatiquement, j'y peux rien, et ça sort, les gens subissent un choc vibratoire qui permet une suggestion d'élévation de la conscience. Il faut être en résonance avec une parole qui a une dimension vibratoire, qui fait qu'un individu, ça peut lui aider à accéder à lui-même. Bon, vous dites qu'il faut être en résonance vibratoire, etc. Mais dans le cas de ce sondage de ces Américains qui affirment avoir eu des contacts avec des esprits, des incarnés, etc., est-ce que ce contact-là est auditif ou visuel, d'après vous? Et quelle est vraiment la nature de ce contact? Comment vous percevez ça, vous, des entités sur d'autres plans qui communiquent avec l'homme? Oh, ils peuvent être auditifs, ils peuvent être visuels, ils peuvent souvent aller en dehors du temps. Car, comme vous le savez, le temps est une dimension que l'énergie s'est donnée. Et lorsque nous entrons automatiquement dans des états de transe, il y a une transformation de ce temps au niveau de ce qui peut être entendu, au niveau également de ce qui peut être vu. Mais lorsque nous voyons des esprits, nous voyons toujours de la mémoire. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit? Un esprit ne peut pas venir du futur. Il vient souvent du passé. C'est pour ça que lorsque nous allons dans une maison hantée, que nous voyons des esprits, l'esprit peut s'appeler Sir Charles, je ne sais trop quoi, et habiter une vieille maison, etc. C'est l'expérience de l'homme qui affronte lui-même sa propre mémoire, mais à travers une forme qui est sa mémoire propre. Alors on pourrait dire que l'esprit est une rencontre entre soi et soi, mais à un niveau projeté de l'extérieur, d'une autre dimension de sa nature, mais qui est la composante de sa nature. Est-ce que c'est la même chose dans le cas où ces gens-là affirment avoir eu le contact avec leurs parents, leurs grands-parents? Oui, c'est toujours l'expérience de la mémoire qui est projetée dans l'homme. Est-ce que ça diffère des expériences ou de ce qui se passe en ce moment en Yougoslavie? M'excuserez la prononciation, je pense à Medjugorje, quelque chose de ce genre-là, où 3 personnes, il me semble, rencontrent ou voient la Vierge, une apparition mariale
tous les soirs à la même heure, à 6 heures. Et ils sont testés par des scientifiques et ces scientifiques se sont aperçus que ces gens-là, au moment où ils entraient en contact avec ces apparitions, qui sont d'ailleurs les seuls à voir, n'avaient plus aucune sensibilité. On pouvait les pincer, les piquer, etc. Ils ne ressentaient plus rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est un état de transe, c'est un état de forme de ce qu'on pourrait appeler de transe auto-hypnotique qui permet de recevoir un état vibratoire contenu dans une mémoire. Pas nécessaire simplement, nous retrouvons également non seulement ce genre de phénomène-là au niveau des apparitions marines, fantômes, etc., tout ce que vous voulez, mais au niveau également des ovnis. Si vous parcourez toute la littérature absolument extraordinaire en ce moment de tout ce qui s'appelle les objets volants non identifiés, vous allez voir que souvent des gens ensemble peuvent voir un ovni et ils entrent également dans des états de transe. Et plus ils s'approchent de l'ovni, donc plus ils s'approchent d'eux-mêmes à travers cette forme, plus ils entrent dans l'état de l'auto-transe nécessaire pour parvenir à percer la couche de l'astral émotive pour qu'ils puissent accéder à eux-mêmes. Mais en attendant, toutes ces projections sont toujours faites projetées, fabriquées, montées à l'extérieur de l'être humain. Et on y croit très sérieusement, puisque l'être humain a le pouvoir de matérialiser des choses, parce que l'énergie de la pensée n'est pas différente de l'énergie de tout ce qui est omniprésent dans notre univers. La pensée est énergie. Il faut le comprendre. Et c'est quelque chose d'excessivement important de comprendre qu'il n'y a pas de différence entre cette pensée qui cause des événements de causalité dans ce qu'on appelle le principe de synchronicité jungienne et également de tous ces ensembles de phénomènes. D'ailleurs que Jung s'y est penché beaucoup. Est-ce que ce serait des facultés de la psyché, du grec psyché qui veut dire âme sensitive, qui est un peu comme un miroir qui reflète, je ne sais pas, des états psychiques qui n'ont pas été intégrés? Oui, définitivement. Ce sont des états psychiques que l'on est, mais nous ne sommes pas à l'écoute de nous-mêmes. Et quand nous ne sommes pas à l'écoute de nous-mêmes, la nature nous échappe. La nature toute simple des choses nous échappe. Et un individu, par exemple, qui est dans l'état de médiumnité ou qui s'écoute réellement, profondément, accède toujours définitivement à des expériences qui sont toujours situées au niveau de ce qu'on pourrait appeler occulte, bizarre. C'est pour ça que moi j'appelle ça au-delà du connu, mais qui deviendra du connu, même du quotidien, dans très peu de temps. Mais pourquoi est-ce que toutes ces apparitions, ces visions-là, se manifestent toujours devant des gens qui se trouvent à la campagne, par exemple, des braves gens, des villageois, etc., dans un coin perdu quelque part, et pourquoi pas dans le bureau du président de ITT ou d'IBM au 33e étage d'un building à New York? Oui, il y a des lois qui permettent la transe. On ne peut pas accéder à des états de transe, on ne peut pas accéder à des expériences psychiques aussi fortes au beau milieu de New York. Parce que, premièrement, quand vous marchez dans les rues de New York ou de Montréal, vous êtes préoccupé par un paquet de choses. On peut dire ici que l'intellect fonctionne à 100%. Il faut faire attention quand traverser la rue. Et il faut faire attention en ouvrant la porte de magasin, etc. À la campagne, qu'est-ce qui se produit? Vous êtes plus relax. Et en étant plus relax, vous accédez à vous-même, mais à travers des formes qui sont différentes. Mais c'est toujours l'état de relaxation qui permet d'accéder à ces expériences psychiques. C'est pour ça que la majorité, par exemple, des apparitions dans la catégorie des phénomènes ovnis, une grande part, si on veut, des manifestations plus bizarres. Là. On parle de très grande étrangeté, de rencontres du troisième type, se déroule toujours le soir, la nuit, vers 11 heures. C'est toujours l'état alpha, c'est toujours cet état qui permet de recevoir cette manifestation énergétique contenue dans la nature, que nous ne pouvons pas écouter à l'intérieur de nous lorsque l'intellect fonctionne trop et que lorsque dans une ville, il faut faire attention à tout. L'intellect fonctionne, on regarde les vitrines. Mais la croyance, la crédulité aussi, est-ce que c'est pas justement un support ou une possibilité supplémentaire pour que ces apparitions se manifestent devant les gens? Oui, définitivement. Surtout le besoin. Le besoin de croire pour se sécuriser, qui est toujours la forme qui va permettre à l'individu de se sécuriser. Donc c'est un peu comme un appel? Toujours. Toujours. Nous nous appelons toujours à nous-mêmes, nous appelons toujours l'énergie à nous-mêmes, car nous ne sommes pas énergie avant la descente de l'énergie. Nous sommes mémoire énergétique avant la descente de l'énergie.
Mais quand l'énergie entre dans l'homme et le transforme, le transmute, et qu'il y a le dépoussiérage de toute la mémoire, il accède à ces plans plus subtils. Et ces formes disparaissent parce qu'elles appartiennent à l'homme qui est dans un état d'angoisse, qui cherche toujours à se sécuriser. Il ne faut pas regarder la manifestation, il faut comprendre la manifestation. Pourquoi voyons-nous la Vierge? Pourquoi voyons-nous des ovnis? Mais parce que c'est sécurisant aussi de dire qu'il y a situé sur au plan des individus, des archétypes du grand sauveur, qui, en leur temps, nous surveillent, nous aideront. Et qui prennent des formes différentes suivant notre propre évolution. Exactement, exactement. On ne pouvait pas voir, lorsque nous étions très croyants, c'est pour ça qu'on voyait des apparitions mariales. Maintenant, étant donné que nous sommes rendus dans une société technique hautement évoluée, ben, nous voyons éventuellement ce qui s'y prête le mieux, c'est-à-dire le phénomène ovni. Mais je reviens toujours pour dire que lorsque nous parlons toujours du phénomène ovni, on parle toujours de 1947 avec Kenneth Arnold. Tout commence avec H.G. Wells en 1890. Il y avait déjà des rayons laser dans le roman de H.G. Wells de 1890. Alors, ce qu'on voit 100 ans plus tard, c'est la continuité de l'homme. Mais il y avait déjà une destinée dans l'homme, un état vibratoire. J'ai toujours dit que la pensée agit avec la mémoire, avec l'instant présent, pour fabriquer du devenir. Et c'est toujours pour ça que l'homme est prisonnier d'une destinée. Parce que l'énergie est dans le ici et maintenant du moment présent, et qu'il y a une compression du temps plus subtile de cette énergie-là, de l'être, de sa pensée fondamentale. Donc c'est l'homme qui projette ses craintes, ses espoirs aussi, mais est-ce que ça nie l'existence d'entités ou d'intelligence sur d'autres plans, des plans parallèles ou des sous-plans de la matière? Mais nous pouvons les créer. Il y a eu une expérience qui s'est faite, je ne sais plus à quel endroit que ça s'est fait. Nous avons inventé un fantôme. Nous lui avons donné un nom, une existence. Oui. Nous lui avons donné également une mort, de quelle manière qu'il était pour mourir. Et il y avait un groupe de gens très scientifiques. Bon, on voit ça souvent dans des séances médiumniques qui ont été enregistrées, etc. Le phénomène des apports aussi, ou bien de la création d'un ectoplasme par le médium. Quelle est votre explication de ces phénomènes? L'apport est un mécanisme pour la psyché humaine. Aussitôt que nous entrons dans cette énergie de la psyché humaine, il n'y a plus de temps. Les apports viennent toujours du passé, ne peuvent pas venir du futur. Un apport, c'est une matérialisation d'un objet? C'est une matérialisation d'un objet qui vient du passé. Spontanément? Spontanément, qui est amené soi-disant par une entité, mais ce n'est pas une entité. C'est la capacité de l'homme de créer l'entité qui lui apportera la chose contenue dans la mémoire pour la matérialiser dans l'instant présent. C'est pour ça que nous ne pouvons pas avoir un apport de quelque chose qui vient du futur. Bon, et dans le cas, par exemple, des frères d'Urville qui avaient un centre où ils étudiaient tous ces phénomènes psychiques, où ils ont été capables de prendre des empreintes d'ectoplasme dans la cire et en refaire un moule, la main d'une petite main. D'ailleurs, c'est toujours plus petit que le corps ordinaire, toutes les empreintes qu'on peut prendre. Ce serait quoi ce phénomène-là? C'est un peu comme les petits bonhommes verts. Tout ce qui nous fait peur, on essaie toujours de le placer plus petit que nous. Et il y a là un moyen de se défaire d'une certaine crainte. Mais est-ce que c'est le médium qui peut créer cette forme-là et lui donner une forme assez tangible pour qu'elle se manifeste dans un liquide ou dans de la cire? Définitivement. Il n'y a pas de différence entre ce genre de manifestation et les traces d'un ovni sur un terrain. Mais il faudra comprendre que tout ça, c'est dans l'homme. Il faudra comprendre la synthèse de tous ces phénomènes-là pour nous apercevoir qu'il n'y a pas de mystère. Il y a simplement l'incompréhension de la psyché humaine de pouvoir utiliser les énergies qui sont contenues en lui, donc dans l'univers environnant, dans l'air même que nous respirons, pour pouvoir créer un univers. Quand je rencontre des gens, quand vous rencontrez des gens, vous allez très vite vous apercevoir qu'autour d'une personne, il y a un égrégore, qu'il y a une mémoire, qu'il y a un univers et un monde, qu'il y a une conception de pensée. Moi, par exemple, quand je rencontre des gens en consultation ou que je rencontre des gens n'importe où, je vois toujours des univers. C'est beaucoup plus que des êtres humains. Je vois toujours des mémoires. Je vois toujours des individus. D'ailleurs, c'est ma faculté
de lire justement cette mémoire contenue dans l'individu qui me permet justement de le mettre au point en face de lui-même en lui enlevant le maximum d'astralité possible sur son être pour qu'il puisse accéder à lui-même dans la clarté de sa plénitude et lui suggérer les endroits où il peut souffrir et de quelle manière il peut procéder pour enlever justement, accélérer son travail pour qu'il puisse accéder à cette grande plénitude. Donc, vous n'êtes pas le genre de personnes qui font des prédictions? Faire une prédiction, pour moi, c'est des gens qui me demandent de faire des prédictions, je peux toujours les faire. Mais la prédiction, le problème qu'il y a avec ça, c'est dire à quelqu'un, vois-tu, tu es prisonnier de telle chose. Tu es ici et maintenant comme ça, et plus tard, il va t'arriver tel ou tel ou tel événement, que je vois très bien. Mais ce n'est pas véritablement aider quelqu'un que de lui prédire sa destinée. Parce que même si les choses n'étaient pas encore complètement formées, cristallisées, par la suggestion, il va définitivement les cristalliser parce qu'il va être suggestionné. C'est votre esprit qui va s'imposer sur le vôtre, sur le sien à ce moment-là. C'est-à-dire que l'esprit de quelqu'un, que ce soit en vous promenant sur la rue, même en regardant dans une vitrine de magasin, vous allez toujours être inspiré. Vous avez besoin de tel produit. Il vous faut telle chose. C'est une programmation. C'est une programmation, exactement. Bon. Et les gens qui travaillent, par exemple, dans le milieu des communications, les gens qui travaillent dans le domaine de la publicité, le savent très bien. D'ailleurs, aux heures d'écoute, lorsque nous entrons en alpha, les gens qui sont devant la télévision, par exemple, sont toujours plus suggestibles vers environ 10 heures, 11 heures le soir, parce que presque la majorité des gens sont en alpha. Et c'est à ce moment-là que la publicité coûte très cher. Vous savez que tout le monde se risque à faire des prévisions. Aujourd'hui, on est dans un siècle de futurologues. J'espère que vous n'allez quand même pas me demander de faire des prédictions. Non. Mais par exemple, on prend la météorologie. C'est une façon de faire des prévisions et qu'on se permet de réajuster par la suite. La même chose avec les économistes qui font toujours des prévisions à moyen ou long terme, qui n'arrivent jamais d'ailleurs. Il y a un pourcentage d'échecs d'au moins 90%. Et il en est de même pour la politique et également aussi pour la religion, où il y a toujours un apocalypse placé dans le futur, etc. Ce que je veux vous dire dans tout ceci, c'est que la loi nous protège de ces prévisions. Mais je parle de la loi des hommes, parce que l'article 323B du Code criminel défend formellement à quelqu'un de faire des prévisions en consultation. Sauf les prévisions de la météo. Oui, et puis encore, on se trompe presque toujours, la moitié du temps. Parce que qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive bien souvent qu'un médium, sous l'inspiration ou sous un contact avec lequel il n'a pas suffisamment de discernement, de contrôle, il laisse passer cette information-là et va annoncer la mort à cette personne-là ou la mort d'un être cher à côté et lui créer tout un choc. Donc je trouve que cette loi-là est tout à fait utile. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours faire extrêmement attention de la manière que nous parlons. C'est sûr que moi, par exemple, en conférence, je peux me permettre d'aller beaucoup plus loin, c'est sûr. On a 2 heures et on peut aller beaucoup plus loin. À l'intérieur d'une demi-heure et lorsque je m'adresse à un grand public, il faut toujours faire extrêmement attention de quelle manière les choses vont être dites. Parce qu'elles sont toujours perçues selon l'émotivité de chaque être humain qui va écouter un individu. Et je pense qu'être responsable devant la caméra de télévision, c'est toujours faire en sorte que ce qu'on dit va être le mieux possible interprété. Ça ne peut jamais être 100% interprété exactement de la manière qu'on voulait le dire. Sans quoi il n'y aurait rien à dire, tout le monde saurait la même chose au même moment. Exactement. C'est comme quelqu'un qui va voir un film au cinéma, il y a des gens que ça va les bouleverser, il y en a d'autres qui ne leur fait ni chaud ni froid. Alors c'est pour ça que, pour moi, être un communicateur, c'est avant tout savoir dire les choses de manière à ce qu'elles vont être plus facilement distorsionnées, qu'il n'y aura pas de distorsion, que ça va être facilement accessible à l'individu. Donc vous devez être capable, dès le premier contact avec une personne, de prendre sa mesure en tant que conscience, si vous voulez, ou capacité d'intégrer l'information que vous allez lui donner. Nietzsche disait, par exemple, la question est quelle dose de vérité supportez-vous? C'est un peu ça, votre question face à quelqu'un qui vous consulte. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est un médium, il y a plusieurs catégories de médiums. Et vous nous avez déjà dit que le médium fonctionnait un peu comme une radio. Alors il y a des vieilles radios, il y a des postes à galène de nos ancêtres, il y a des radios à transistors, il y a des radios qui sont branchées continuellement sur le courant 120, 24 heures sur 24. Maintenant, le médium, lui, quel qu'il soit, est-ce qu'à un certain niveau, il est responsable de l'information qu'il véhicule?
Un médium qui est dans son intelligence, oui. Un médium qui a beaucoup d'ego, non. Mais comment le discerner pour celui qui va consulter ou qui a affaire à un médium? Ah, ça c'est la grande question. Adolf Hitler était médium aussi. Oui, on peut voir ce que ça a donné. On lui a cru. Oui. On l'a cru. L'être humain a toujours la crédibilité qu'on lui donne. Ce n'est pas Hitler qui a massacré des milliers de gens. C'est des milliers de gens qui ont cru en Hitler qui ont massacré des milliers de gens, voyez-vous? C'est toujours la crédibilité, c'est toujours le discernement. Mais qu'est-ce que cette grande question que nous appelons le discernement? C'est la descente de l'intelligence dans l'homme. Quand l'intelligence s'installe dans l'homme, nous ne pouvons pas croire à n'importe qui, n'importe comment, de n'importe quelle manière. Donc, dans le cas d'Adolf Hitler, c'était un médium qui était manipulé et envahi par des forces qui lui faisaient faire le jeu qui était profitable à ces forces-là. Il a été utilisé. Mais on ne va pas seulement voir Adolf Hitler. On peut aller voir n'importe qui qui est sur une emprise quelconque de problèmes psychologiques, qui relève de sa mémoire, de son conditionnement avec ses parents, etc. D'accord, je prends un exemple extrême pour bien comprendre. Oui, mais ces exemples extrêmes, ou ces petits exemples aussi, peuvent empoisonner la vie d'un individu et empoisonner son entourage également, parce que le moindrement qu'un individu a une certaine autorité dans le public, il a un certain pouvoir, et il ne faut pas que ça devienne un pouvoir, justement. Il faut que ça devienne une communication, voyez-vous. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, toujours, d'aller vers eux et de prendre des choses, mais d'en laisser aussi de n'importe quel individu sur Terre. Si vous lisez un volume, il faut savoir prendre des choses de ce volume, il faut savoir laisser des choses de ce volume, parce que l'expérience qui a servi à l'individu pour écrire tel ou tel volume dans son cheminement personnel, ça ne veut pas dire que ça va être bon pour vous. Mais il y a des gens qui vont prendre un volume de Nietzsche ou n'importe quel auteur et ils vont devenir littéralement, à cause d'une phrase, adeptes de tout ce que le personnage va dire. Et de là, à ce moment-là, nous avons la création des sectes religieuses, nous avons la création des conceptions de pensée philosophiques de notre société et nous sommes toujours à zéro dans notre être. Parce que justement, l'énergie veut que l'homme aille vers lui-même, pour lui-même, dans lui-même, pour entrer dans sa propre plénitude énergétique, pour pouvoir donner aux autres. Alors, on ne peut pas donner un volume. Ça veut dire que ce qui était vrai pour Emmanuel Kant était vrai pour Emmanuel Kant, ce qui était vrai pour Friedrich Nietzsche était vrai pour Nietzsche, etc. Oui, pour Platon. Voilà, exactement. Et ce qui est vrai pour moi, c'est ma propre vérité. Autrement dit, il n'y a pas pour vous de vérité universelle, il y a une vérité qui est individuelle. Il y a une vérité qui est universelle. Oui. Mais avant que le tout devienne un, il faut qu'il y ait une vérité individuelle. J'appelle ce processus le processus d'individualisation, qui permet l'individu de se rencontrer, de grandir en lui-même en se posant des questions qui sont le maximum d'un discernement valable. C'est donc sa sauvegarde. C'est sa sauvegarde. Et plus il s'élève dans son niveau de la conscience, plus il grandit dans sa plénitude intérieure, plus le tout devient un, au lieu qu'il reste constamment pour le reste de sa vie une espèce de trou ambulant, en train constamment de faire le magasinage psychologique de chez Steinberg ou philosophique de toute une conception qui ne lui appartient pas. Parce qu'il y a manque de discernement, parce qu'il y a manque d'intelligence, parce qu'il y a manque de centricité et d'intégrité. Et c'est seulement cette chose qui permet à l'individu de grandir. On pourrait dire ici que le discernement, c'est la grande question. C'est là où un individu est véritablement intelligent. C'est là où on voit où un individu a des carences en lui. Et quand il va vers les autres, pas par quêtage, au lieu d'aller vers quelqu'un par plaisir, par supplémentarité. Bien, on a parlé beaucoup des esprits. Maintenant, quelle serait votre définition de l'esprit? Je crois que l'esprit, ça n'a jamais été défini, ni par les scientifiques, et de façon très vague par les mystiques. Comment peut-on définir une chose à peine palpable? Voyez-vous, les esprits, il ne s'agit pas de rencontrer des esprits, d'écouter des esprits. Il s'agit de se rencontrer, il s'agit de s'écouter. Vous pouvez rencontrer toute la journée, si vous le désirez, tous les esprits que vous voulez, toutes les entités bienveillantes qui voudront bien vous aider, et vous pouvez parfaitement rester dans votre épaisseur, même quand vous êtes dans le plus mince, pour ne jamais accéder
à votre plénitude intérieure. Écoutez un esprit, être sous l'emprise d'un esprit est la même chose que d'être sous l'emprise d'un grand maître, soi-disant détenteur de la vérité. Il faut se méfier aussi de ces individus qui, soi-disant, ont rencontré après des ovnis, des extraterrestres. C'est le résultat qu'il faut voir. Et ce résultat, c'est l'intelligence, c'est le discernement. Et c'est tout ce qui vous amènera à votre bonheur intérieur, à votre plénitude intérieure. En dehors de là, mes amis, il n'y a absolument rien là d'important. Ici, maintenant, vous pouvez fermer ce livre des esprits. Donc, si on veut connaître un homme, on n'écoute pas ce qu'il dit, mais on regarde ce qu'il fait. On regarde ce qu'il est. Ce qu'il est. Oui. En guise de conclusion, pour les gens maintenant qui ont eu ces contacts médiumniques avec des esprits désincarnés, grands-parents, etc., et qui ont été traumatisés, non pas ceux qui ont intégré ceci, mais qui ont été traumatisés, en guise de conclusion, que leur diriez-vous? Parce qu'on a reçu beaucoup de lettres au courrier de gens qui avaient des problèmes de cet ordre-là. Oui. Parfois de certaines personnes qui semblent être aux prises avec... On avait promis de répondre très rapidement. Ce sont des projections de la psyché malade d'un individu qui ne s'est pas compris et qui projette ses formes à l'extérieur, qui fait bouger les objets dans la maison lui-même et qui est en train d'entrer en communication avec ses conflits intérieurs, mais plus tard, lorsqu'il aura eu le discernement, il pourra défoncer la forme et se comprendre et accéder à sa plénitude sans utiliser ces choses-là. Normand Pinard, je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je vous rappelle que M. Normand Pinard donne des consultations privées, que vous pouvez le rejoindre en composant 254 59 19 et qu'il sera en conférence le samedi 28 février à 20h au 140 boulevard Crémazie-Ouest, suite 1109. L'entrée est située sur la rue de Reims et la conférence aura pour titre « Les dimensions parallèles ». Si vous désirez nous faire parvenir vos commentaires sur l'émission, commentaires qui sont toujours très appréciés, écrivez-nous à Au-delà du connu, CMCL, 2830 boulevard Saint-Elzéar-Est, du Vernet-Laval, H7E, 4P2. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.